Mes chers collègues, on entame notre deuxième session de la journée consacrée à la rythmologie avec nos deux grands rythmologues très appréciés par l'AMCAR, le professeur Moustarfer et le professeur Shahidi. Alors cette session va être modérée par notre ami Hassan Mir, qui est un grand pilier de l'AMCAR, actuellement vice-président de l'association, et le professeur Sherti Mohamed, que j'ai eu la chance de côtoyer à Rabat. Il est chef de service de cardiologie B à Rabat et président du collège de l'infarctus du myocarde. La session sera modérée également par professeur Rachida Bouhouch. C'est un honneur de vous accueillir parmi nous, Rachida. Merci pour votre déplacement dans ces conditions difficiles. Rachida Bouhouch est un professeur, c'est une grande rythmologue marocaine qui actuellement exerce dans le secteur libéral à Rabat. Donc à vous la parole, messieurs, dames. Merci beaucoup, cher ami Dr Siham Zaimi. Je voudrais remercier l'AMCAR et en sa tête monsieur le professeur Saïd Charibi pour m'avoir invité à participer à cette manifestation qui s'annonce fort intéressante. On avait l'habitude d'être en présentiel. La première fois que ça va être en digital, mais on a bien vu pendant la pandémie, tous les congrès se sont transformés en digital. Mais bon, ça nous permet de nous retrouver en tout cas. Donc, pour cette session de rythmologie, j'ai l'honneur d'introduire un ami qui est très cher, qui m'est très cher personnellement et qui est cher aussi à tous les cardiologues marocains. Et je suis sûre aussi au bureau de l'AMCAR. Donc, on s'est habitué à le voir, à participer aux différents congrès. Professeur Najmuddin Shahidi, qui est actuellement consultant à l'hôpital Faisal Hospital, donc King Faisal Hospital à Riyad, à l'Arabie Saoudite, ancien chef de service de l'unité de rythmologie au CHU de Limoges, bien sûr auteur de plusieurs publications. Donc je l'introduis pour parler donc des innovations en rythmologie. Donc à toi la parole, Si Najmuddin. Alors, en attendant la présentation du professeur Najmuddin Shahidi, alors pour les questions, on va les laisser, je pense, à la fin, c'est ça? Oui, parce qu'on a eu un problème technique, et donc on ne peut pas avoir les questions malheureusement sur les tablettes, ce qui était prévu au départ. On a envoyé des numéros de téléphone pour pouvoir poser les questions directement sur WhatsApp via ces téléphones, personnel et celui du docteur Hassan Mir. Donc, ou alors sur l'email de l'AMCAR éventuellement. Là aussi, vous pouvez envoyer directement les questions, on va pouvoir les consulter et vous répondre. Donc, vous pouvez les poser dès maintenant, au fur et à mesure. Comme ça, on aura le temps de les consulter et de vous répondre à la fin de la présentation. Donc, je pense que c'est bon. Donc, à toi, Najmuddin. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, là, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Ok, bon, excellent. Tout d'abord, un grand merci pour Rachida. Elle a dit de très, très belles choses. Je suis vraiment très, très, très touché. L'amitié, comme tu le sais, Rachida, est vraiment réciproque. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Un grand merci au bureau de l'AMCAR. Un grand merci à Saïd Charibi. Je salue au passage mes amis Hassan Mir et puis le professeur Sherti. C'est encore une fois un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Donc Saïd m'avait demandé cette année de parler des innovations en rythmologie. Il aurait été beaucoup plus logique que Hamid Moustarfer passe en premier et traite son sujet. Mais bon, c'est les soucis de l'informatique, c'est comme ça. En tout cas, je vais essayer de faire une revue des innovations actuellement présentes et puis de ce qui nous attend dans le futur. On parle de la stimulation, de la défibrillation et puis de l'ablation que j'ai intitulé l'extrophysiologie interventionnelle. Donc, encore une fois, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau et ce qui nous attend pour le futur. On va commencer d'emblée par la stimulation cardiaque. Alors, juste un bref rappel historique. Voilà comment l'histoire a démarré. C'était en 1932.
Et ce que vous voyez ici à gauche, c'est le premier stimulateur cardiaque. On l'appelait le pacemaker artificiel. Et vous voyez comment il était juste énorme et c'était impossible pour le patient d'être ambulatoire avec ce genre de machine. Il a fallu attendre 2 décennies pour voir le premier gros stimulateur connecté au patient qui pouvait rendre le patient ambulatoire, mais enfin, quand même, c'était connecté à un câble électrique sur le réseau et ce n'est que vers la fin des années 50 qu'on a vu le premier pacemaker équipé lui-même d'une batterie, mais c'était un pacemaker externe et il a fallu attendre encore une dizaine d'années, 1958, pour voir le premier pacemaker implantable qui a été, voici l'inventeur ici, Elkmist, un médecin un cardiologue suédois avec un chirurgien, le nom vous dit quelque chose, Senin, qui tous les deux avaient inventé donc ce stimulateur cardiaque. Et voici l'homme ici à droite, Monsieur Larsson, c'était le premier homme à avoir reçu un stimulateur cardiaque. Alors inutile de vous dire que ce stimulateur ici, là, il fonctionnait avec une batterie, mais la longévité de la batterie ne dépassait pas 3 heures, si bien qu'il fallait des changements fréquents de ce stimulateur-là. Et donc, ce monsieur Larsson avait épuisé quelque chose comme 26 stimulateurs cardiaques. Ça lui a permis quand même d'aller jusqu'à l'âge de 86 ans. Il est décédé à un âge supérieur à ceux qui avaient inventé le stimulateur qui lui avait implanté. Alors, et depuis, vous voyez, depuis le premier stimulateur, on n'a pas arrêté de faire des progrès, notamment de miniaturisation du stimulateur cardiaque. Alors ça fonctionne même très bien un stimulateur cardiaque, mais le tendon d'Achille d'un système de stimulation ou d'un système de défibrillation, c'est qu'il a fallu toujours passer par des sondes endovasculaires pour installer du matériel à l'intérieur du cœur, une sonde par exemple ici au niveau de l'oreillette et une autre sonde au niveau du ventricule. Le problème, c'est pas tellement le pacemaker, le problème c'est les sondes, comme je disais, c'est le talon d'Achille. Une sonde, ça s'infecte, ça perfore, ça casse. Et donc, voici ici en gros 1% de risque infectieux, dysfonction du système à peu près 3%, si bien qu'on estime le taux annuel de complications du système de stimulation, PACE plus sonde, à environ 5% par an. Et vous voyez, les complications peuvent des fois ne pas être, peuvent être majeures, comme là, une perforation de la paroi de l'oreillette droite. Vous voyez, ça crée un pneumothorax. Les hématomes qui précèdent l'infection. Et puis le pneumothorax bilatéral, c'est une entité particulière, c'est le buffalo chest, où dont le thorax d'un individu est équipé d'une seule plèvre. Alors, comme il y a eu ces soucis de sonde, en fait, le pacemaker s'est développé assez rapidement. À la fin des années 58, une amélioration très rapide pour atteindre la maturité au bout de quelques années. Mais cette courbe-là est propre pour chaque technologie. Dès qu'elle atteint sa maturité, l'ingénierie, puis le corps médical, de manière générale, cherche à rompre avec cette technique pour éviter notamment les complications. Alors, la rupture technologique, en ce qui concerne le pacemaker, et ça, c'est l'innovation, c'est le pacemaker sans sonde, dont le premier a vu le jour en 2012. C'était la technologie NanoStim. Il était de cette taille, ce pacemaker-là, en 2012. Le problème, c'est que la fixation faisait appel à une vis, que vous voyez ici, et donc cette vis occasionnait des perforations. Il avait également une fragilité à ce niveau, avec une rupture de cette partie-là, si bien que ça s'est arrêté, ce pacemaker, le dit NanoStim, ça s'est arrêté assez rapidement après son début d'utilisation, mais il y a eu quand même plusieurs centaines d'unités qui ont été implanté. Et donc, celui
que l'on implante aujourd'hui, et vous voyez, première implantation en 2013, c'est le Micra de Medtronic, avec ses systèmes de fixation. Alors en longueur, il ne dépasse pas 200, il est en dessous de 2 cm. Hein. Le défibrillateur, c'est pas sans sonde, mais c'est sous-cutané, rien dans les vaisseaux. Et on verra un peu plus loin que même la resynchronisation, on peut la faire sans sonde. Alors c'est quoi l'avantage d'un système sans sonde? C'est qu'il est beaucoup moins invasif que lorsqu'on implante des sondes. C'est une procédure complètement percutanée. On diminue de manière drastique donc le matériel. Il est invisible pour le patient, sa famille et son entourage. Il n'y a que lui qui sait qu'il a un stimulateur cardiaque. Il n'y a plus de poche, il n'y a plus de sonde. Donc, le risque infectieux est devenu infime et on a réduit de manière drastique le temps de la procédure. Je passe rapidement sur cette diapo et voyez donc à quoi ça ressemble. Hein. J'ai grossi exprès pour vous montrer une idée. Au fait, au début, ces encoches-là, ils ne sont pas comme ça pliés, ils sont implantés de manière verticale et ce n'est qu'une fois au contact de l'endocarde qu'ils se plient pour être accrochés. Et voyez, dans la main ici, c'est un tout petit device. Et voici le système qu'on utilise pour l'implantation de ces stimulateurs sans sonde. Hein. On a besoin d'une aiguille pour fonctionner la veine fémorale, d'un introducteur. Hein. Vous voyez, on est dans du gros matériel, du 23 French. C'est en interne, mais en externe, c'est 27 French. Et ça, c'est le système porteur. Et vous voyez le stimulateur cardiaque, avant de le larguer à l'intérieur du ventricule droit, ressemble à ça. Hein, il y a des manipulations de purge, etc. pour enlever toutes les bulles d'air avant d'installer le système. Ça, c'est sans intérêt. Voilà comment on procède avec le système ici, amené à l'intérieur du VD avant le déploiement du pacemaker lui-même. Et donc, vous serez amené maintenant de plus en plus à voir ce genre de radiographie. Hein. Et voilà la petite bestiole ici, hein, ici sur une radiographie de thorax de face et de profil. Bah, ça se présente comme ça en endocavitaire. Alors, les gros avantages, c'est qu'encore une fois, c'est peu invasif, hein, c'est juste une ponction de la veine fémorale. Il y a très peu de complications non visibles et puis on a éliminé les sondes et le risque d'infection de l'auge, il est inexistant parce qu'il n'y a plus de l'auge. Et puis, il n'y a aucune gêne pour le mouvement de l'épaule. Alors, vous me direz que il est implanté dans le ventricule, donc on stimule une seule cavité. Hein. À l'air, on est en train de faire de la resynchronisation avec une stimulation 3 chambres. Vous me dites que c'est assez réducteur. On va le voir, au fait, l'ingénierie n'a pas de limite. Et donc, revoyons juste tout simplement les indications des pacemakers. Vous voyez, en gros, on a le chapitre des BAV. Alors, c'est des patients qui n'ont pas besoin d'être stimulés dans l'oreillette puisque le niveau du bloc, il est atrio-ventriculaire. Et puis, il y a la dysfonction sinusale, ici en vert. La dysfonction sinusale, ces patients ont besoin d'être stimulés dans l'oreillette. Très peu, ici en bleu, de patients peuvent présenter les deux problèmes, c'est-à-dire le BAV ainsi que la dysfonction sinusale. Alors, le système de stimulation que je vous ai montré, son sonde de Micra, s'adresse à cette partie-là, des patients qui sont en fibrillation atriale et qui ont un syndrome de tachycardie ou alors une FA plus BAV. Alors, pour cela, c'est sûr que ce système-là, avec un seul pacemaker implanté dans le VD, est largement suffisant puisqu'on va régler le stimulateur en mode VVI, hein, il ne s'intéresse qu'au ventricule, il est même asservi à la fréquence et il a une longévité qui dépasse les 10 ans. Alors, 2020, cette année, on a vu l'avènement du double chambre. Exactement le même en taille, mais il permet de synchroniser l'oreillette au ventricule. Et ça s'adresse à cette partie-là, les patients qui présentent un BAV, mais qui n'ont pas besoin d'être stimulés dans l'oreillette. Et le futur, c'est ça, c'est un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde dans le ventricule. Vous allez me poser la question, pourquoi ici? Comment se fait-il? On a juste un seul système au niveau du ventricule et on arrive à resynchroniser oreillette et ventricule. Alors, c'est sûr qu'il faut revenir à des temps très anciens. Je dirais, là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître.
c'est le phonocardiogramme, hein, souvenez-vous, hein, le phonocardiogramme, ça contribue énormément à une meilleure reconnaissance des bruits du cœur ainsi que des souffles, et ça se présentait comme ça. On arrivait parfaitement, selon la forme du phonocardiogramme, selon la forme des événements, savoir si c'était un bruit normal, si c'était un souffle, etc. Et surtout le timing, quand survenait ça. Et c'est en basant sur les données du phonocardiogramme que les ingénieurs avaient imaginé donc le VDD avec un seul pacemaker implanté dans le ventricule droit. On recueille donc les bruits du cœur qu'on a appelés A1, A2, A3, A4, hein, au lieu de S1, S2, S3, S4. Et donc la reconnaissance de ces bruits permet de définir le timing de survenue de la contraction atriale. Et donc tout simplement, lorsque le pacemaker identifie la systole atriale, il va la faire suivre par une stimulation ventriculaire. Et c'est un système qu'on a commencé à implanter donc cette année et qui est vraiment très ingénieux. Alors, ça va être réglé en ce qui concerne les patients qui présentent une dysfonction sinusale et qui vont avoir besoin d'être stimulés dans l'oreillette. On va pouvoir implanter un stimulateur sans son dans l'oreillette et un autre dans le ventricule. Techniquement, ça pose aucun souci puisque c'est le même appareil, hein. Le souci, c'est la communication entre les deux qui va faire appel probablement à la technologie Wi-Fi, hein, ça existe, hein, cette communication. La seule chose, la technologie Wi-Fi est très consommatrice de batterie et donc on risque d'avoir un système qui risque de ne pas durer longtemps alors qu'initialement, il est fait pour durer plus de 10 ans. Voilà en ce qui concerne donc la stimulation simple. Maintenant, pour la resynchronisation, vous savez que la resynchronisation, diminution de la mortalité, réduction des symptômes dans l'insuffisance cardiaque, au fait, vraiment, c'est une très belle technologie, mais elle reste très dépendante, notamment pour la sonde ventriculaire gauche, elle reste très dépendante de l'anatomie du sinus coronaire. Au fait, on n'a pas souvent le choix, on prend la veine qui nous paraît la plus approchable et la plus qui va permettre le plus de stabilité, si bien qu'on a une bonne partie de ces patients-là qui relèvent de l'implantation d'un CRT, mais qu'on ne va pas pouvoir implanter le CRT, ou alors ça sera une implantation non optimale parce que c'est pas tellement la veine qu'on aurait souhaité. Alors, on a tout essayé pour ces patients qui sont privés, en raison de l'anatomie coronaire, qui sont privés d'une sonde ventriculaire gauche. Et donc, on a imaginé une ponction transseptale avec implantation du matériel à l'intérieur du VG. Ça marche. Et là, on a la liberté du choix. On peut positionner après le transseptal cette sonde ventriculaire gauche là où on veut, sur la paroi qu'on veut, généralement la paroi latérale. Le seul problème, c'est que on est dans la circulation systémique gauche avec un risque de stroke, d'AVC ischémique non négligeable. Ça traverse la valve mitrale, donc le risque de générer ou d'aggraver une fuite mitrale. Et puis, bon, le risque d'endocardite à gauche, on n'aime pas du tout ça. Et puis, bon, s'il y a un problème infectieux, inutile de vous dire que l'explantation peut être problématique. C'est pour ça que ça s'est arrêté très rapidement. Et donc, ce qui a pris place, au lieu de passer par le septum, on passe toujours par le septum, pardon, mais on implante au niveau du VG cet électrode-là qui ne dépasse pas la taille d'un grain de riz. Et vous voyez, on vient l'encorer avec ces petits barbillons ici, au niveau de la paroi latérale du VG. Et il est rapidement endothalialisé, hein, comme vous le voyez là sur cette photo. Et donc, le risque thrombotique, il est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant. La seule chose, c'est qu'il faut co-implanter en même temps du matériel endocavitaire, une sonde pour l'oreillette droite, une sonde pour le ventricule droit, et un système de reconnaissance de l'impulsion électrique qui va dans le VD pour la resynchroniser et envoyer l'information à l'électrode pour stimuler en même temps le ventricule gauche. Alors, l'étude a été faite, ça marche très bien chez ce patient-là qui nécessitait un upgrade, et vous voyez qu'on a obtenu un bel affinement des QRS avec l'étude SELECT-LV, et vous voyez qu'il y a eu une amélioration significative de la fraction d'éjection avec une réduction drastique de la largeur des QRS.
elle s'adresse pour le moment aux patients non répondeurs pour une resynchronisation. Et surtout, pour les patients chez qui on n'arrive pas à cannuler le sinus coronaire, où il n'y a pas de bronche, ou alors en cas d'upgrade, si le système veineux est thrombosé. Alors, mieux que ce système-là, et là, c'est un regain d'intérêt, c'est pas tout à fait de l'innovation, parce que ça fait 15 ans, enfin, je me souviens, et donc on avait laissé tomber le HIS. Mais le HIS, c'est beaucoup plus logique que n'importe quel autre système, puisqu'on va stimuler directement le système HIS Purkinje, et tout se passe au niveau de l'oreillette droite, on ne traverse pas la valve tricuspide. Vous voyez que ici la sonde elle est implantée directement sur le HIS. Alors techniquement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, il faut savoir localiser le HIS par la même sonde qu'on implante, et voyez la qualité. Je vous mets en défi de croire que ce patient est électrostimulé. L'œil averti reconnaîtra quelques spikes ici, sans plus. Et vous voyez, même avec la resynchronisation, il est rare d'avoir un affinement aussi important des QRS. Voilà un patient qu'on avait implanté par cette technique-là il n'y a pas longtemps, qui avait un BAV 2 pour 1 et souvent du wink back. On pensait que c'était du BAV nodal. Et finalement, l'étude électrophysiologique a montré qu'il s'agissait bien d'un bloc infrahissien. Et donc, il a été implanté d'une stimulation hissienne. Vous voyez ici un peu plus clairement le spike avec un petit espace avant, la dépolarisation du ventricule. Et on est quasiment avec des QRS natifs. Je passe sur cet autre exemple juste pour dire que les paramètres obtenus avec la stimulation hissienne restent stables dans le temps. Une autre innovation qui est de taille, c'est les pacemakers biologiques, mais là on est dans le cadre de l'investigation, c'est pas encore passé en activité clinique, mais les études expérimentales ont démontré que c'était tout à fait faisable. Par une manipulation génétique, on arrive à transformer des cardiomyocytes en cellules pacemaker qu'on va greffer soit au niveau du nœud sinusal, soit au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. En gros, pour clôturer ce chapitre de stimulation, on a vécu pendant une cinquantaine d'années avec le stimulateur conventionnel, avec des sondes. Maintenant, c'est remplacé, et ça va l'être de plus en plus en raison des gros avantages que j'ai expliqués par le pacemaker sans sonde. Le HIS pacing est vraiment quelque chose d'un intérêt majeur. Il faudra y penser. Là, il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas très importante, mais il faudrait de plus en plus penser à ça. Je passe à la défibrillation très rapidement. Alors, ce n'est pas sans sonde, c'est le défibrillateur sous-cutané. Souvent, 2 fois, et notamment en prévention primaire, les patients ont besoin juste d'une boîte à choc. Alors là, c'en est une. Tout est implanté en sous-cutané, rien à l'intérieur de la poitrine, rien dans les vaisseaux. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est juste une boîte à choc. Il délivre des chocs. Il n'est pas capable de donner de l'ATP, l'antitachycardia pacing, et il n'est pas capable de stimuler. Sauf qu'on a eu tout récemment ce système-là. Alors, c'est en train de passer tout doucement en pratique clinique. Il est substernal. La sonde, elle est munie de 2 coils de défibrillation et puis bon, d'électrodes ici. Peut-être avec ce schéma, vous verrez mieux parce que ce patient a été implanté ici. Et vous voyez que cette sonde, elle est juste en dessous du sternum et donc elle repose sur la silhouette cardiaque. Et vous voyez, le défibrillateur maintenant a pris une taille beaucoup plus proche des défibrillateurs qu'on implante aujourd'hui, avec 3 vecteurs de stimulation, 3 vecteurs de détection. Avec celui-là, rien dans les vaisseaux. Il y a une partie juste qui est substernale, mais ça permet au moins de stimuler et donc de pouvoir faire éventuellement de l'ATP. Alors, on n'arrête pas le progrès. Et vous voyez, idéalement, un patient qui a besoin d'un stimulateur, comme souvent le cas, et qui a besoin d'un défibrillateur, on peut implanter un stimulateur sans sonde, un défibrillateur
sous-cutané, donc rien dans les vaisseaux. Ici, c'est une expérience chez le chien, avec une communication entre ce stimulateur et le défibrillateur. On a même induit chez ce chien une tachycardie ventriculaire parfaitement bien détectée par le stimulateur sans sonde, qui transmet, qui communique au défibrillateur. Ici, ce n'est pas des artefacts, c'est le signal qu'il est en train de communiquer avec le défibrillateur. Il lui dit, bon, ben, tu as intérêt à délivrer de l'ATP, l'antitachycardia pacing. Et donc, c'est ce que le défibrillateur fait. Il obéit à cet ordre-là. Et voyez qu'on arrive à réduire sur cette tachycardie ventriculaire. Ce type de système permet d'éviter ce genre de choses qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais implanter un patient des deux côtés et se retrouver avec 5-6 sondes dans la veine cave supérieure. Alors, la rupture aussi technologique, c'est là, c'est l'avenir. Là, on n'est plus chez le chien, mais chez l'homme. Et voyez, ce patient, il a été équipé, il a 2 valves mécaniques. Ces patients, il y a un intérêt majeur à leur implanter un stimulateur sans sonde. Et donc, comme ce patient avait besoin également d'un défibrillateur, on a implanté un défibrillateur sous-cutané. Alors, la seule chose pour le moment, c'est la communication entre ces deux systèmes. Lorsqu'on arrivera à résoudre le problème de comment faire pour diminuer la consommation de la batterie liée à la communication Wi-Fi, je pense qu'on aura tout gagné. Je passe très rapidement sur les objets connectés. Et donc, au fait, ils sont en train quasiment de signer l'arrêt de mort des holters, hein, tels qu'on les connaît. On a de plus en plus de patients qui s'équipent de ce genre de choses, avec des tracés qui sont fournis, qui sont d'une qualité excellente. Un bref mot sur l'ablation, et j'en aurai fini. Alors, vous savez, l'ablation endocavitaire, si on prend l'exemple des tachycardies ventriculaires, alors la procédure est longue, hein, elle peut dépasser des fois 6 heures, un taux de complication non négligeable et surtout un taux de récidive qui peut être relativement important. Alors, la radiothérapie ou radioablation de tachycardie comment on fait? On équipe le patient d'un gilet de ce type, hein, qui est muni de 250 électrodes, et donc on arrive à faire une véritable cartographie électrique du cœur, et par le biais de l'imagerie, soit par l'IRM ou la médecine nucléaire, on arrive à coupler l'ensemble et avoir une véritable cartographie de l'arythmie ventriculaire que le patient présente, et surtout on localise son point d'émergence, comme ici, et donc on immobilise le patient, ça ne dépasse pas 15 minutes, et puis bon, le faisceau de radiothérapie est envoyé, et en gros, on essaye de créer une fibrose, d'isoler cette zone-là, avec des résultats extraordinaires. Voici en bleu le nombre de chocs appropriés que le patient a reçus en raison des TV, et donc en post-traitement, une réduction significative de ces thérapies. Donc retenez la radiothérapie ablative, hein, des arythmies ventriculaires, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Il y a une autre technique dont vous allez entendre parler, c'est l'électroporation. Alors l'électroporation fait appel à un champ électrique pulsé qui dénature la membrane cellulaire, hein, au niveau du cardiomyocyte, et donc pour isoler une cellule électrique, il n'y a pas mieux. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas thermique. Vous savez, l'ablation par radiofréquence, on fait monter la température jusqu'à des fois 45 degrés et plus, ou alors avec le gel, avec la cryothérapie, on fait baisser la température jusqu'à moins 50, moins 60 degrés. L'avantage de l'électroporation, c'est que ce n'est absolument pas thermique et c'est ultra rapide, hein. L'isolation se fait en quelques secondes, hein, à peine, millisecondes. Voici un exemple de sonde qu'on utilise pour l'électroporation. Là, on est en train d'isoler les veines pulmonaires. Et voyez, quand on dit isolation des veines pulmonaires, voilà le potentiel qu'on cherche à éliminer. Et voyez, à 13h22, le potentiel veineux pulmonaire est là. À 13h27, il est déjà, la veine est déjà isolée. Au fait, c'est de l'ordre encore une fois, de quelques secondes à peine, si bien qu'une ablation de fibrillation atriale va pouvoir se faire maintenant en pas plus de 20 minutes. Alors, quand on la compare à la cryo, qui est de plus en plus réputée, la cryo, pour avoir des lésions moins importantes que la radiofréquence, si on considère l'œsophage, et ça c'est la complication que l'on craint le
plus, voyez que l'œsophage ici, il peut être atteint même en cas de cryo, hein, en radiofréquence on le sait, alors qu'en électroporation, l'œsophage, la paroi de l'œsophage ici est parfaitement saine, même si la lésion elle est transmurale et on isole complètement la veine. Une autre technologie, et ça c'est un cathéter qui est tout récent, c'est on couple la radiofréquence à l'électroporation. Ça permet d'avoir une cartographie très rapide de la cavité d'intérêt. Là, ici, je vous montre l'oreillette gauche. Ça permet de générer des lésions hybrides. En vert, ici, c'est l'électroporation. En rouge, c'est la radiofréquence. Hein. Donc, on a le choix entre les deux. Et quand la lésion n'est pas complète, on peut faire une cartographie très rapide ici, qui nous a montré que le point de connexion est celui-là. Et donc, un seul tir à ce niveau permet d'isoler complètement la veine. Voilà, je pense que c'était ma dernière diapo. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Mais en gros, ce qui se fait actuellement, c'est ce que je viens de vous montrer. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Nejmeddine, pour cette présentation vraiment fort intéressante qui nous a fait un petit peu rêver et voyager. Donc, je pense que ça va susciter beaucoup de questions. On s'est mis d'accord de laisser les questions à la fin de la session de Ritmo. Et donc, je passe la main à mon ami, le docteur Hassan Mir, pour introduire le deuxième intervenant. Donc, moi, je vais introduire notre ami Mostafer Abdelhamid. Au fait, vous le connaissez tous, mais je vais quand même rappeler qu'il est professeur de cardiologie, rythmologue, interventionnel, il est électrophysiologiste et qu'il a été chef de service de cardiologie à l'hôpital militaire, chef de des soins intensifs cardiologiques aussi. Il est past président de la Société marocaine de cardiologie. Il est président élect de la Société marocaine de cardiologie en ce moment. Il est éditeur en chef de la revue de cardiologie marocaine. Et j'arrête là. Donc je te donne la parole et tu vas nous parler de la cardiomyopathie rythmique. Merci, Madame, Monsieur le Président. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Je voudrais d'abord vous dire que c'est une histoire ancienne. L'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme est une histoire ancienne et que chez un certain groupe de patients, on n'arrive pas, malheureusement, à faire la différence. Est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque qui a entraîné la fibrillation atriale, par exemple, ou c'est l'inverse? Et le challenge, tout le challenge, c'est de faire la part des choses et de relier une insuffisance cardiaque à un trouble du rythme. Parmi ces arythmies qui sont responsables des troubles du rythme, vous allez trouver essentiellement la fibrillation atriale sur laquelle je vais revenir. Mais sachez que ça représente environ 3% des patients qui sont déférés pour une ablation par radiofréquence. Ça représente environ 10% des tachycardies atriales et 20 à 50% des tachycardies permanentes jonctionnelles réciproques sur lesquelles on va revenir avec un peu plus de détails. La fibrillation atriale et les extrasystoles ventriculaires sont connus comme pouvant entraîner des cardiomyopathies dilatées. L'examen clé pour essayer de faire la liaison entre cette insuffisance cardiaque et le trouble du rythme est le Holter rythmique. Le Holter rythmique qui doit être d'abord de plusieurs jours. Ce n'est pas le Holter rythmique de 24 heures, car on doit mettre en évidence que l'arythmie, elle est là tout le temps, et surtout que la charge, elle est importante. L'échocardiographie, elle est importante pour asseoir ce diagnostic, et elle est importante surtout après avoir traité ou ralenti
le trouble du rythme, car le diagnostic d'une cardiomyopathie rythmique est de toutes les façons un diagnostic qui est rétrospectif. Comment va se passer cette physiopathologie? Eh bien, cette physiopathologie se passe de la manière suivante. En expérimental, on a pu démontrer que lorsqu'on stimule rapidement le cœur, eh bien, au bout de 7 jours, on va entraîner une détérioration de la matrice extracellulaire. Entre 1 et 3 semaines, eh bien, vous allez commencer à avoir une stimulation du système hormonal et une activation du système rénino-angiotensine, avec une modification de l'architecture cellulaire. Et enfin, au bout de 3 semaines, eh bien, on aura tous les mécanismes qui sont impliqués dans l'insuffisance cardiaque, en particulier des anomalies de l'entrée et de l'utilisation du calcium. En effet, ces anomalies de l'utilisation de calcium sont permanentes, quel que soit le type de la tachycardie envisagée. Et sachez qu'on peut avoir de la fibrose, et cette fibrose, malheureusement, parfois même lorsque on traite cette arythmie et on restaure une fonction ventriculaire gauche correcte, eh bien cette fibrose risque de rester et de ne pas être enlevée par le fait de retrouver une fonction ventriculaire gauche correcte. Il y a des différences entre les tachycardies, la fibrillation atriale et les extrasystoles ventriculaires. Les mécanismes incriminés dans les extrasystoles ventriculaires, c'est la désynchronisation, c'est la dissociation atrioventriculaire, en plus de l'irrégularité de l'intervalle RR. En plus de ces mécanismes dans la fibrillation atriale, la perte de la systole atriale intervient dans cette dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Le diagnostic, chose très importante, c'est que la fréquence cardiaque qui entraîne ces cardiomyopathies rythmiques, ce n'est pas une fréquence cardiaque très rapide au-delà de 150-160. C'est généralement des fréquences entre 100 à 150 battements par minute, mais leur durée, elle est importante. Cette cardiomyopathie rythmique va s'exprimer par des signes d'insuffisance cardiaque dans 47% des cas, par des palpitations, par des syncopes ou des lipotymies dans 12% des cas, et parfois on n'a pas de symptômes cliniques et la découverte elle est faite par une échocardiographie. L'échocardiographie qui est un examen important qui va montrer une dilatation des cavités cardiaques, souvent le ventricule gauche, parfois une dilatation biventriculaire. Il n'y a pas, c'est un signe important, il n'y a pas d'hypertrophie des parois ventriculaires gauches et souvent au cours du processus de diagnostic et thérapeutique, on aura recours à la résonance magnétique pour essayer justement de comprendre est-ce que c'est une vraie cardiomyopathie dilatée sans substrat ou bien avec substrat. Le holter rythmique, il est capital. Je dis que au-delà de 2 jours, on peut aller jusqu'à 2 semaines. C'est un holter qui doit être en 12 dérivations lorsqu'on étudie les extrasystoles pour essayer d'apprécier leur morphologie, leur point d'émergence. Et l'analyse doit être une analyse rigoureuse. Je vais revenir sur ces détails tout à l'heure. Enfin, on parlera de cardiomyopathie rythmique lorsque on aura gagné en fraction d'éjection et lorsque le trouble du rythme par un holter fait 6 mois après montre qu'il n'y a plus de trouble du rythme ou qu'il y a eu une nette diminution de ce trouble du rythme. Cette cardiomyopathie dilatée va être intéressée par des troubles du rythme au niveau atrial, ventriculaire et jonctionnel. Il faut dire que le POTS ou les tachycardies sinusales inappropriées ne donnent pas de cardiomyopathie rythmique car ce sont des tachycardies intermittentes, par exemple pour le POTS qui se manifeste surtout en position debout. Pour les tachycardies supraventriculaires, vous avez essentiellement la fibrillation atriale et la tachycardie jonctionnelle permanente par rythme réciproque. Et pour les ventriculaires, vous avez essentiellement les extrasystoles ventriculaires.
Voici voici un Holter rythmique, et vous voyez sur la courbe ici d'abord que c'est une fréquence qui est relativement homogène, mais surtout en vert, vous voyez en vert clair ici, ces extrasystoles supraventriculaires qui sont répartis sur toute la durée du Holter. Donc ces extrasystoles atriales, je dis bien atriales, lorsqu'ils sont fréquentes, répartis sur toute la journée, toute la nuit, et lorsqu'elles durent longtemps, peuvent donner des cardiomyopathies rythmiques. Donc ce n'est pas ce genre d'extrasystole ou de tachycardie. Regardez ici, il n'y a pas trop de vert, parce qu'il n'y a pas trop d'extrasystole, et ce n'est pas une salve de quelques extrasystoles qui va donner une cardiomyopathie rythmique. Et donc il faut savoir, bien voir cette densité d'extrasystole pour pouvoir rattacher une arythmie à une défaillance ventriculaire gauche. La réentrée sinusale, vous savez, cet arrêt brutal d'un rythme qui paraît sinusal, positif en D2 et négatif en AVR, cet arrêt brutal doit faire évoquer une réentrée intrasinusale parce que normalement, les tachycardies sinusales commencent doucement et s'arrêtent doucement. Les flotteurs atriaux, avec des fréquences, comme je vous ai dit, intermédiaires, autour de 120-135, peuvent entraîner une cardiomyopathie rythmique. Les fibrillations atriales rapides seront symptomatiques et donc généralement vont pousser à une consultation et donc ne donneront pas ce genre d'insuffisance cardiaque. Par contre, lorsque ces fréquences cardiaques sont autour de 100-110 battements par minute et que ça dure longtemps, eh bien ces fréquences ventriculaires vont décompenser les ventricules gauches, même s'il est sain au départ. La présence de fibrose au niveau du ventricule gauche est capitale. En effet, ce travail permis de montrer qu'on récupère de manière beaucoup plus importante la fonction ventriculaire gauche au cours d'une fibrillation atriale lorsqu'il n'existe pas de fibrose, par opposition à l'existence de fibrose. Et donc c'est un élément qui est important pour prédire le pronostic et prédire la récupération complète du ventricule gauche. Cette fibrillation atriale, lorsqu'elle est rattachée à l'insuffisance cardiaque, doit être traitée. Et là, ça fait une excellente et une belle indication d'ablation de la fibrillation atriale. Et si on ne peut pas, pour des raisons techniques ou des raisons économiques, eh bien, il faut essayer de ralentir ces fibrillations atriales. Et de toutes les façons, on assistera à une amélioration de la fonction ventriculaire gauche. Les extrasystoles atriales peuvent entraîner une dégradation de la fonction ventriculaire gauche en expérimental, tel que l'a montré ce travail-là, en créant un bigéminisme par stimulation, et il a démontré qu'il y a une dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Mais ça se voit également en pratique clinique. Voici un patient qui présente un bigéminisme atrial, et l'ablation de ce foyer a permis déjà, au bout de 10 semaines, de récupérer presque une dizaine de points sur la fonction ventriculaire gauche. Les tachycardies ventriculaires en burst, vous savez que ça peut donner une tachycardie, une cardiomyopathie rythmique, et c'est une morphologie particulière de type de retard gauche axe inférieur, c'est-à-dire que c'est une morphologie qui va désynchroniser le ventricule gauche et par conséquent va entraîner une dégradation de sa fonction systolique. Et il est démontré que ces extrasystoles en particulier, plus cette charge des extrasystoles est importante, plus on aura une dégradation du ventricule gauche. Et ça, c'est en expérimental. Et les mêmes données chez les patients qui ont été adressés pour une ablation des extrasystoles ventriculaires, vous regardez qu'à partir de 24% d'une charge des extrasystoles, eh bien, on aura des dégradations de la fonction ventriculaire gauche et que même une dégradation a été obtenue pour des charges autour de 10%. D'ailleurs, c'est le cut-off à partir duquel on doit penser présenter ces patients-là ou leur proposer une thérapeutique radicale. Regardez ici en vert
les extrasystoles ventriculaires, regardez vraiment la fréquence et l'étalage sur tout le nictémère des extrasystoles ventriculaires. Ici, ça représente automatiquement plus de 10% parce qu'on a plus de 9400 extrasystoles. Et ces extrasystoles-là vont prédisposer à faire une cardiomyopathie rythmique. Regardez aussi ce deuxième exemple avec cette fréquence de trigéminisme et de bigéminisme qui est en bleu-violet. Et ces extrasystoles-là également vont prédisposer à faire des cardiomyopathies rythmiques. Un autre élément également, c'est la taille du QRS, c'est la largeur du QRS. Plus le QRS est fin, moins on aura des cardiomyopathies rythmiques. Et plus le QRS est large, plus on aura des cardiomyopathies rythmiques. Et le chiffre de 150 millisecondes peut prédisposer, lorsque l'extrasystolie dépasse 10%, à une cardiomyopathie rythmique. Ainsi, lorsque on a une cardiopathie, lorsque on a une coronaropathie, une dysplasie, on a une myocardite, lorsqu'on a une franche diminution de la fraction d'éjection, lorsque l'IRM est parlante par une cicatrice, eh bien, c'est très probablement la cardiopathie qui a entraîné les extrasystoles. Par contre, lorsque le cœur est a priori sain, lorsque il n'y a pas de lésion sur l'IRM, pas de lésion significative, lorsque la morphologie est une morphologie qui part de la chambre de chasse ou de l'épicarde, eh bien, très probablement, ce sont les extrasystoles qui ont entraîné la cardiopathie dilatée. Ces diapositives, elle est importante pour les extrasystoles, car il vous montre quel extrasystole il va falloir cibler. Ce sont généralement des patients qui sont asymptomatiques, qui ont plus de 10% de charge d'extrasystole, dont la durée dure plus de 30 mois, qui ont des extrasystoles qui partent de l'infundibulum, à type de bloc gauche, et on rapproche à ça la stimulation ventriculaire, et qui ont une durée supérieure à 150 millisecondes. L'homme serait également victime, plus que la femme, de ces cardiomyopathies rythmiques secondaires à des extrasystoles ventriculaires, et l'absence de diminution entre le jour et la nuit est un élément également à tenir en compte. Le traitement, eh bien, très peu de place pour le traitement médical. Le traitement, c'est l'ablation qui a un rôle très important. Et vous voyez que ce cas de tachycardie atriale qui évolue depuis 30 ans avec une fraction d'éjection au Simpson qui a été appréciée à 9%, après l'ablation, quelques semaines après, on retrouve une fraction d'éjection vraiment extraordinaire 30 ans après cette tachycardie atriale. Et donc l'ablation reste dans ce cadre-là le gold standard. Chez l'enfant, vous avez les tachycardies atriales dont la fréquence est 2:1, qui sont bien tolérées et qui vont dégrader la fonction ventriculaire gauche. Vous avez les rythmes jonctionnels ectopiques rapides qui se voient également chez l'enfant, mais vous avez surtout la tachycardie jonctionnelle permanente qui se voit dans l'enfance, qui est la cardiopathie rythmique par excellence au niveau jonctionnel, qui va démarrer sans extrasystole, où l'électrocardiogramme est très évocateur, et on va avoir succession quelques QRS normaux avec des salves de tachycardie jonctionnelle. La topographie de ces voies accessoires est le plus souvent postéroceptale, mais on peut les avoir en topographie latérale. Il faut avoir ces tracés dans l'œil. Vous avez des ondes P négatives en D2, D3, VF loin du QRS. La fréquence est généralement inférieure à 150 battements par minute. Et vous avez typiquement cet aspect de tachycardie, quelques QRS normaux, simple accélération du rythme et démarrage de la tachycardie, ce qui fait que cet aspect-là doit faire évoquer la tachycardie jonctionnelle réciproque. Donc, ces tachycardies, il faut les proposer à l'ablation, et lorsqu'on a une amélioration de la fraction d'éjection ou une normalisation, eh bien, on pourra poser a posteriori le diagnostic de cardiomyopathie rythmique. Et lorsque on n'a pas d'amélioration de la fraction d'éjection, là, c'est une cardiomyopathie non ischémique qui évolue pour son propre compte, et certains auteurs vont classer ces cardiomyopathies
qui vont évoluer pour leur propre compte pour essayer de choisir les patients à qui on va proposer un défibrillateur. Enfin, pour terminer, je dirais que c'est une réalité, que ce n'est pas un mythe, que les tachycardies rapides entre 100 et 150 battements par minute, la fibrillation atriale et les extrasystoles sont associées à la genèse d'une cardiopathie dilatée et qu'elle doit être suspectée en particulier lorsqu'on n'a pas d'étiologie évidente et lorsque l'IRM est négative. L'électrocardiogramme de longue durée est l'examen clé car elle va montrer la persistance de la tachycardie et la charge de la tachycardie. Et enfin, le diagnostic est rétrospectif lorsqu'on améliore nettement ou on retrouve une fonction ventriculaire gauche normale. Je vous remercie. Merci, cher ami. Très clair, comme d'habitude. Bravo. Et en attendant de voir s'il y a des questions, on va passer la parole à notre ami Charti qui devait se joindre à nous, mais malheureusement, il est à Rabat. Donc, est-ce qu'on peut te voir? C'est Mohamed Charti? Oui. Bonsoir. Bonsoir. On t'entend. Oui. Est-ce que merci, tu veux docteur Lemir, cher ami Mostaghfir, Hamid, content de te voir de loin. Merci à tout le monde, merci à l'AMCAR, au président Sichraibi, Sinejmeddin, merci de ta belle présentation. Bouche, te revoir. Donc la combinaison Sinejmeddin, professeur Bouche, professeur Mostaghfir me rappelle donc les staffs et beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers qu'on faisait à la cardiologie B. Et donc on s'est réjoui de se rejoindre dans ce congrès. J'ai rapidement, si vous le voulez bien, quatre petites questions. Donc, si on veut faire profiter tout le monde, je poserai déjà une première question à mon ami Abdelhamid. À partir de quel moment après un trouble de rythme, c'est-à-dire combien de jours, de semaines, une cardiomyopathie rythmique va s'installer? Est-ce qu'on a un délai moyen? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques semaines, quelques mois? Voilà la première question. Alors, en expérimentation, 3 semaines sont suffisantes pour installer une cardiomyopathie rythmique. 3 semaines. Donc, par contre, les extrasystoles ventriculaires, ça je parle de la fibrillation atriale. Pour les extrasystoles ventriculaires, le délai est un peu plus long et on exige au moins 3 mois d'évolution pour retenir le diagnostic de cardiomyopathie rythmique. Donc 3 semaines, 3 mois. D'accord. Alors juste, toujours une question de durée, et c'est la hantise du cardiologue et du médecin aussi qui suit ces patients-là, c'est de faire le lien entre le trouble de rythme et la cardiomyopathie. Mais une fois établi, on espère de façon rétrospective à ce qu'ils s'établissent. Après, quand on a retrouvé une bonne fonction ou un rythme sinusal ou une ablation, est-ce que les anticoagulants, on va les arrêter? Tous les anticoagulants, si Mohamed, c'est une affaire, encore une fois, de Chats-Vasque, lorsqu'on parle de fibrillation atriale. Ça n'a rien à voir avec une restauration du rythme normal. Et tu le sais très bien que lorsqu'on restaure un rythme normal, eh bien, il va falloir obligatoirement calculer le Chats-Vasque. Si le Chats-Vasque permet l'arrêt des anticoagulants, eh bien on va les arrêter. Mais si tu as un Chats-Vasque à 5 ou à 6, même si tu retrouves un rythme normal, eh bien il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est autorisé à arrêter l'anticoagulation ou pas? En ce qui me concerne, lorsque une fibrillation atriale est responsable d'une cardiopathie dilatée, lorsqu'elle disparaît sous la restauration du rythme sinusal, ça ne fait enlever qu'un point au Chats-Vasque. Si le Chats-Vasque reste élevé, eh bien, il va falloir anticoaguler au long cours. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Et aussi, peut-être qu'en joignant les deux présentations, en parlant d'innovation en rythmologie, et ces troubles de rythme de fibrillation auriculaire paroxystique qui notamment peuvent entraîner vers la cardiomyopathie rétrospective. Et comme tu l'as dit dans plusieurs webinaires, Abdelhamid, c'est qu'il est difficile de suivre cette
cette fibrillation auriculaire quand elle est paroxystique. Et donc, on n'arrive pas à déjà la dépister. Et tu as bien insisté sur plein d'interventions, qu'on n'arrive pas à la dépister. Et je me retourne sur notre ami Najmuddin. Est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant, au-delà du Holter implantable, qui quand même va être pris pour quelques mois, voire même 18 mois en moyenne, pour dépister ces fibrillations auriculaires? Est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant, ou des percées, pour arriver à diagnostiquer cette fibrillation paroxystique qui pourrait donc échapper à pas mal de médecins et donc nous on est face à un risque qu'on ne voit pas. Oui, merci pour cette question. Enfin, concernant le dépistage, alors ça me fait penser à une étude qui a été réalisée en Suède il y a déjà quelques années, hein, il y a au moins 7-8 ans. Et au fait, ils avaient dépisté la FA en remettant tout simplement à des, j'allais dire, des patients, à des sujets de plus de 65 ans. Ils leur ont remis tout simplement un smartphone. Et avec ce smartphone, ils étaient capables de dépister la FA chez un bon nombre de patients. Et avec un calcul statistique assez savant, ils ont montré un pourcentage significatif de patients chez qui ils ont pu éviter l'AVC ischémique. Ça, c'est un premier point. Classiquement, on commence par faire un Holter. Alors, si le patient ne fait rien, bon, on n'enregistrera rien. Et on a de plus en plus aujourd'hui le recours au Holter implantable, qui n'est plus implantable, il est juste injectable. C'est un tout petit device qu'on injecte sous la peau. Hein. C'est une toute petite incision de moins d'1 centimètre et il fonctionne avec une batterie qui dure 3 ans et on a tout le loisir d'enregistrer n'importe quel trouble du rythme. Alors, il y a ça. Le coût, il est cher. Hein. Il reste très, très cher et donc c'est ça qui est prohibitif, hein, le Holter implantable. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur les objets connectés, que ce soit les smartphones, que ce soit les montres, que ce soit un tas d'autres trucs. Alors, j'avais montré une diapo sur laquelle il y a pas mal d'objets connectés. Au fait, ils reviennent beaucoup moins cher que le Holter implantable, avec des tracés de plus en plus vraiment d'excellente qualité, comme je le rappelais. Moi, je recommanderais ça. Si on a un doute, je pense effectivement, vaut mieux s'équiper d'une montre hein, qui permet d'imprimer un truc du rythme. C'est quelque chose ici, de là où je suis, l'endroit où je me trouve actuellement. C'est vrai que les patients sont équipés de ce genre de choses et c'est pas rare qu'ils viennent nous montrer les tracés qu'ils ont imprimés. J'en reviens pas de la qualité des tracés qu'on a de plus en plus avec ces objets connectés. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Président? Oui. Alors, tout ce qu'a dit mon ami Najmuddin, que j'embrasse au passage, est vrai pour l'AFA symptomatique. Les appareils connectés sont utiles pour l'AFA symptomatique. Le Holter implantable, il est cher, mais il garde tout son intérêt lorsque l'AFA est asymptomatique, malheureusement. Et donc, il va falloir justement faire l'exercice, combien difficile, de sélectionner un certain nombre de patients pour leur implanter ces Holter implantables, malgré leur prix. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Vas-y. Si Hassan Mir, il va m'arrêter s'il le faut. Non, tu peux pose la... J'ai une question qui parvient d'un cardiologue. C'est un cas clinique qu'il a suivi, et un patient qui avait une cardiomyopathie rythmique sur une fibrillation auriculaire de longue date, et qui avait été donc traité par anticoagulant et réduite, où il avait choisi à un certain moment de réduire la fréquence cardiaque sans aller vers l'ablation, après de longs mois et années de suivi. On a découvert une hyperthyroïdie. La question qui se pose, c'est que le bilan a été fait thyroïdien à 2 ou 3 reprises. Il était revenu normal chez quelqu'un qui avait une fibrillation auriculaire à près de 150 battements minute pendant près de 3 semaines lorsqu'il l'a côtoyé. Et il avait à ce moment-là une dysfonction à 30% de fraction d'éjection. Alors, est-ce que ce bilan thyroïdien, dans ton expérience, Abdelhamid, est-ce que tu le répéterais s'il était normal dans une fibrillation auriculaire avec dysfonction, en cherchant cette étiologie qui reste cachée? Je vais être très honnête, je ne vais pas le répéter, c'est le bilan initial est négatif, sauf si j'ai des éléments cliniques.
Vous savez que l'hyperthyroïdie, et ça ce sont mes réflexes de médecine interne, parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir commencé en médecine interne, qui montre que l'hyperthyroïdie a une symptomatologie extracardiaque tellement riche qu'on peut penser à ça lorsqu'on a des signes là. Par contre, je ferai un bilan thyroïdien régulièrement si le malade est sous amiodarone. Si l'antiarythmique a été utilisé, là, il faut faire un bilan thyroïdien systématiquement à intervalles réguliers, au moins 2 fois par an, car on sait que les malades sous amiodarone, eh bien, dans 50% des cas, au bout de 2 ans, vont présenter des effets secondaires de l'amiodarone. Mais je t'avoue que si le malade n'a pas de signes cliniques et que le bilan initial est normal, je ne vais pas le refaire systématiquement. D'accord. Alors, professeur Bouch, Oustadi Hassan Mir, si vous avez d'autres questions, comme ça je ne monopolise pas la parole. Oui. Alors, déjà, je vais continuer avec Sibou Sarfé, parce qu'il est là. Il est pour lui poser quelques questions concernant la cardiomyopathie dilatée rythmique. Je voulais savoir, parce qu'on nous pose souvent la question, par rapport à la charge des extrasystoles supraventriculaires. Autant on sait qu'à partir de 10%, c'est assez critique, il faut surveiller les patients, même s'ils n'ont pas de CMD, parce qu'ils risquent d'en avoir. Mais on ne sait pas trop pour les extrasystoles supraventriculaires. Ça, c'est une première question. Ma deuxième question concerne les patients qui font des CMD rythmiques, qui récupèrent après retour en rythme sinusal, mais chez lesquels on trouve qu'il y a un scar, qu'il y a une fibrose à l'IRM. Alors, qu'est-ce qu'on en fait chez ces patients? À quelle fréquence il faut les surveiller pour essayer de détecter, rechercher un risque de mort subite, etc. Et puis, la dernière question, enfin, c'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport au CMD, on va dire surajouté, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une cardiopathie, mais qui aggrave brutalement sa fraction d'éjection, qui descend par exemple de 40 à 30%. Il y a toujours, c'est juste pour dire qu'il y a toujours un gain à traiter les extrasystoles ventriculaires s'ils sont très nombreuses, parce que le patient en général récupère quelques points dans sa fraction d'éjection. Donc je te laisse répondre d'abord à ces deux questions. Alors la première, les auteurs ne donnent pas de chiffres, mais il insiste sur la répartition diurne et nocturne, sur la permanence des extrasystoles. Le bigéminisme, le trigéminisme sont très pourvoyeurs de cardiomyopathie rythmique à l'étage atrial. Mais il insiste sur surtout l'homogénéité des extrasystoles le jour et la nuit. C'est-à-dire que le cœur ne se repose pas. Mais il n'y a pas un chiffre comme les extrasystoles ventriculaires, où il y a un consensus sur les 10%. Alors, la deuxième question, c'est pour la séquelle. Ben, honnêtement, la séquelle, ça dépend si on est parti d'une cardiomyopathie secondaire à une fibrillation atriale, ou bien une cardiopathie secondaire à une extrasystole ventriculaire. L'approche n'est pas du tout la même. Et de toutes les manières, là, on part sur un ventricule gauche qui est de bonne qualité après avoir restauré une fraction d'éjection correcte. Je pense qu'on va l'évaluer classiquement avec un Holter et au plus avec une stimulation ventriculaire programmée, car c'est un examen qui quand même doit revenir, en particulier dans notre pays, doit revenir et retrouver une place pour sélectionner les malades à qui on va proposer un défibrillateur. On sait que la mort subite survient plus fréquemment sur les bons VG, d'accord? Mais avec une cicatrice, comment la faire? Je pense que si j'ai une exploration électrophysiologique négative, je laisserai une petite dose de bêta-bloquant et je ne mettrai pas de défibrillateur. Pour la troisième question, juste une petite remarque comme quoi on améliore les patients même s'ils ont déjà une cardiopathie sous-jacente. C'était juste une remarque. Ouais. Il y a un autre problème, et Dean va être tout à fait d'accord avec moi, ce sont ces malades qu'on resynchronise. Oui. Ces malades qu'on resynchronise, mais qui gardent des extrasystoles ventriculaires, qui vont aggraver la fonction ventriculaire gauche. Là, il va falloir vraiment proposer ce genre d'ablation. Mais malheureusement, comme tu le sais très bien, il n'y a pas de centre, ni à Casa, ni à Rabat, de centre qui a les moyens techniques, qui a les cartographies techniques, qui a la multipluralité des opérateurs pour laisser un peu de temps pour faire ce genre de technique
difficile malheureusement. Alors, je ne sais pas si je peux poser quelques questions à Sine Jmeddine, ou là tu veux poser d'abord des questions? Non, j'allais lui dire que je n'allais pas lui poser de questions. Parce qu'il a un symposium qui l'attend et je pourrais peut-être lui poser après. Tu veux poser à Jmeddine maintenant? Oui, oui. Pour Jmeddine, en fait, je voulais juste insister sur, parce qu'on parle d'innovation en rythmologie, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est déjà une innovation, c'est le digital health, parce qu'on arrive à faire des congrès comme ça. Et je voulais insister sur ça, je voulais sensibiliser tout le monde. J'en avais déjà parlé à mes collègues, rythmologues, comme quoi c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir ensemble. Il faut qu'on lance ça chez nous au Maroc, parce que malheureusement, la télémédecine nous manque, aussi bien la télémédecine pour les cardiologues de ville que pour nos rythmologues, les interrogations des devices à distance. Je pense que c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir, il ne faut pas lâcher, il faut le faire maintenant. Alors, pour Sine Jmeddine, je voulais avoir ton avis sur une technique un peu innovative qui s'intéresse aux patients qui ont des dysfonctions VG, mais mid-range, c'est-à-dire qui ont des FE entre 40 et 49%. Il y a une technique qui a été lancée qu'on appelle la modulation de la contractilité cardiaque, et en fait, qui consiste à mettre 2 sondes standards de stimulation au niveau du septum interventriculaire. Et on a observé qu'ils sont reliés à un générateur qui fait des stimulations séquentielles et que ça a amélioré ces patients. Parce qu'on sait qu'on est très limité chez cette population, on ne sait pas quoi leur proposer. Je ne sais pas si tu as une expérience, Anna Jmeddine, ou qu'est-ce que tu en penses? Merci Rachida pour cette question. En fait, petite expérience, comme la plupart des centres. Au fait, il y a eu l'histoire de la validation de la technique en Europe. Hein. Il n'y a toujours pas l'approval. Et donc, c'était dans le cadre d'études. Ici, comme ça dépend des États-Unis et que le système a été approuvé aux États-Unis, on a eu donc l'opportunité d'en implanter quelques-uns, mais c'est compté sur le nombre des doigts d'une main. Au fait, ça s'adresse aux patients insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection soit préservée, soit altérée, mais qui a des QRS fins. Au fait, il ne relève pas d'une resynchronisation du CCM. Je dois t'avouer qu'on a eu des améliorations assez spectaculaires avec quasi normalisation de la FE, mais je me suis toujours demandé est-ce que ce n'était pas dans le cadre d'une cardiopathie rythmique et finalement le CCM ou pas, peut-être que le patient se serait amélioré. Pas une grande expérience, une place très limitée, je dirais une niche, c'est les QRS sans fin. Alors, à éviter chez le patient qui ont des fractions d'éjection en dessous de 25%. 25 jusqu'à 49%, ça peut être des bons candidats. En tout cas, il a été approuvé aux États-Unis, les études sont en cours. À mon avis, c'est un petit peu trop prématuré pour l'imaginer en pratique clinique courante. Alors, avant de clôturer, juste une petite question rapide, réponse rapide. Est-ce que tu crois vraiment, tu es convaincu que dans quelques années ou dans les années à venir, on n'aura plus de pacemaker vasculaire et seulement implantable? Et puis, on a vu tellement d'évolution sur la rythmologie interventionnelle et pas du tout en pharmacologie. Est-ce que l'avenir, il n'y aura que de l'interventionnel et pas de médicaments? Oui, merci Hassan. C'est deux très bonnes questions. En fait, je commencerai par la dernière. Tu sais, en ce qui concerne l'approche pharmacologique en rythmologie, c'est très décevant. Depuis plus de 40 ans, on vit avec les mêmes molécules. Hein. C'est la même classification de Vaughan-Williams, rien de bien nouveau. Il y a une investigation qui concerne quelques molécules, classe 3 notamment, pour remplacer l'amiodarone, mais pour le moment, c'est au stade de l'investigation. Tu as bien vu sur les dernières recommandations européennes concernant la flécaïne, c'était vraiment, ça a diminué comme peau de chagrin, et même le sotalol, il faudrait quasiment plus le prescrire. On se retrouve avec quoi? Avec de l'amiodarone, somme toute. Hein. Donc vraiment, c'est très décevant l'approche pharmacologique. En même temps, concernant l'ablation, on ablate quasiment tout aujourd'hui, incluant la fibrillation ventriculaire. Hein.
pourvu qu'on chope l'ESV qui est initiatrice de l'événement. Mais quasiment tous les autres troubles du rythme sont ablatables. Et donc, il y a un gain, je n'ai pas le temps pour te montrer la diapo, mais il y a un gain énorme de l'ablation par rapport à l'approche pharmacologique qui, de toute manière, on le sait depuis de très nombreuses années, était très décevante. Quel que soit le trouble du rythme, l'efficacité des antiarythmiques reste très médiocre, ne dépassant pas à tout casser 40% à peu près de maintien du rythme sinusal à 1 an. Alors pour le pacemaker, je te rejoins complètement. Au fait, là, on est passé complètement, je vous ai montré pour le pacemaker sans sonde, mais la manipulation génétique et la transformation de cardiomyocytes en de véritables cellules pacemaker, au fait, là aussi, faute de temps, mais j'ai des diapos qui étaient très intéressantes où on montre la contractilité juste par la manipulation génétique de ces cardiomyocytes. Je pense que dans l'avenir, le remplacement du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire par ces cellules pacemaker, je pense que ça va remplacer en effet les pacemakers, mais il faut attendre encore plusieurs années. La parole à Siham. Merci les amis pour cette session très instructive. Et sans tarder, on démarre notre symposium Servier qui va être modéré par Dr Hassan Elmir. À toi la parole. Merci Siham, merci à Servier de m'avoir associé à son symposium avec notre ami Moustafir. On va l'écouter 2 fois de suite, mais on ne s'en lasse jamais. Et je vous rappelle qu'après sa communication, il y aura la tombola électronique par tirage au sort. Donc, à toi la parole. Tu vas nous parler de l'hypertendu tachycarde. Quelle prise en charge? Merci, Monsieur le Président. Merci à l'AMCAR. Merci au laboratoire Servier. Parler de l'hypertension, c'est quelque chose de simple et de difficile en même temps. L'hypertendu tachycarde est une catégorie d'hypertendus qui est importante à cibler car l'approche thérapeutique en première intention ne serait pas la même que selon les recommandations classiques. Mon topo va être déroulé en plusieurs sous-chapitres. Je vais parler de la bithérapie, du médicament qui, à mon sens, devrait initier la prise en charge de l'hypertension artérielle, qui est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Je vais replacer la fréquence cardiaque dans le contexte de l'hypertension artérielle. Ensuite, je parlerai de son traitement et des associations thérapeutiques. On sait tous que l'hypertension artérielle, ce sont des complications cardiaques, vasculaires, cérébrales, rénales, et que malgré les efforts qui ont été faits, eh bien, cette mortalité a presque doublé de 1990 à 2013, et chaque année, on perd 10,4 millions de morts, avec 208 millions d'années de vie secondaires à l'hypertension artérielle. Lorsqu'on voit également ce registre international, on voit que malgré les efforts qui ont été faits pour traiter l'hypertension artérielle, eh bien, il n'y a pas eu amélioration de la fréquence de l'hypertension artérielle systolique. Au contraire, il y a eu une élévation de 13% chez l'homme, sans aucun changement chez la femme. Et que malgré l'agressivité thérapeutique, lorsqu'on voit l'étude FLASH, eh bien, 1 malade sur 2 est contrôlé en consultation externe, et donc cela dénote la difficulté de traiter les hypertendus. Lorsqu'on voit l'expérience ici au Maroc, eh bien, uniquement 17% des patients ont été contrôlés par un traitement médical. Et on sait d'emblée que majorer une dose d'un seul antihypertenseur fait beaucoup moins que le doubler, que ajouter un deuxième médicament, d'où la recommandation de cette bithérapie comme traitement de première intention dans la grande majorité des sujets hypertendus, et que le choix de la société européenne va vers l'association d'un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un anticalcique ou
avec un diurétique. Et que le bêta-bloquant va être réservé aux coronariens, quelle que soit la forme de la coronaropathie, à l'insuffisance cardiaque et lorsqu'il existe une fréquence cardiaque élevée. Mais parlons un petit peu des mécanismes de l'hypertension artérielle. Sur le plan pratique, eh bien, 3 mécanismes principaux vont être confrontés et il est exceptionnel qu'on trouve ces 3 mécanismes dominants chez tous les malades. Eh bien, chez le premier groupe, vous allez avoir l'angiotensine qui est prédominante et donc une stimulation du système rénine-angiotensine prédominante dans la genèse de l'hypertension artérielle. Et j'insiste sur l'angiotensine car c'est l'angiotensine qui est responsable d'un certain nombre d'effets vasculaires et cardiaques et donc c'est elle qui va cibler le pronostic cardiovasculaire. Le deuxième mécanisme, c'est le système nerveux sympathique et son expression clinique qui est la fréquence cardiaque. Et enfin, la volémie qui est représentée par la rétention hydrosodée. Que nous disent les recommandations de 2020 de la Société internationale d'hypertension artérielle? Eh bien, d'abord, ces recommandations ne préconisent pas d'associer un diurétique en première intention. C'est soit un bloqueur du système rénine-angiotensine anticalcique à petite dose ou à dose élevée. Et on ajoutera un diurétique, et là le diurétique, pas n'importe quel diurétique, pas l'hydrochlorothiazide, c'est soit l'indapamide, soit la chlorthalidone. Ce sont des diurétiques qui ont été choisis par ces recommandations parce qu'ils ont une durée d'action qui est importante, qui couvre les 24 heures. Et on ajoutera un bêta-bloquant dans les situations qui ont été citées dans les recommandations européennes. Mais on sait également que tous les antihypertenseurs vont diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral et vont diminuer le risque d'atteinte rénale. Par contre, le pronostic cardiovasculaire et l'atteinte cardiaque va dépendre de la molécule qu'on a choisie pour traiter nos patients. Pourquoi l'IEC, à mon avis, doit figurer comme un médicament clé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle? D'abord parce que bloquer le système rénine-angiotensine peut se faire de plusieurs manières. On sait que la spironolactone bloque le système rénine-angiotensine. On sait que le bêta-bloquant bloque également le système rénine-angiotensine via la rénine. Et on sait que l'alcythérène bloque également le système rénine-angiotensine. Il faut la bonne molécule avec une durée d'action réelle qui couvre les 24 heures et avec une titration facile. Et enfin, il faut privilégier les molécules éprouvées aux doses testées dans les études. Ce que l'on sait dans le système rénine-angiotensine, d'abord que les IEC donnent un peu plus de tout, 3 à 4 fois plus de tout que les ARA2. On sait que ces IEC vont donner dans moins de 1% d'angio-œdème. Ça, on le sait. Et on sait que l'effet antihypertenseur, il est le même entre l'IEC et l'ARA2. Parfois même, il est meilleur lorsqu'on compare le telmisartan et le ramipril. Je vous rappelle que le ramipril est une molécule qui, normalement, devrait être donnée en 2 prises. Donc, c'est sur le plan de la fonction rénale, sur le plan de la chute de la tension artérielle, eh bien, l'IEC fait aussi bien que l'ARA2 avec une meilleure tolérance de l'ARA2 et ça, on le sait et on ne va pas revenir là-dedans. Par contre, est-ce que l'ARA2 a un effet cardiovasculaire? Est-ce que l'ARA2 a un effet sur l'infarctus du myocarde? Est-ce que l'ARA2 diminue la mortalité, qu'elle soit cardiovasculaire, qu'elle soit totale? Et c'est ça ce que je veux partager avec vous. Est-ce que, sous prétexte d'avoir une meilleure tolérance, on va laisser tomber des critères aussi fondamentaux que la mortalité totale, que la mortalité cardiovasculaire? Là, je fais appel au bon sens de mes amis. Donc d'abord, le bon IEC. Le bon IEC, c'est celui qui a le meilleur pic-vallée et le perindopril est celui qui a le meilleur pic-vallée lorsqu'on le compare aux autres IEC. Et au passage, cela explique pourquoi on doit donner le ramipril, par exemple, en 2 prises. Lorsqu'on voit le traitement, l'efficacité antihypertensive
par monothérapie, eh bien, le perindopril, il fait mieux que l'énalapril, que le losartan, que les telmisartan. Et que ce travail de Jean-Jacques Mourad, que j'aime beaucoup, cette plaque, je l'adore, car il nous place, nos cardiologues, au cœur de la prescription d'IEC ou d'ARA2. Il a compilé un certain nombre d'études où il démontre que la majorité des ARA2 ou des IEC ont un effet sur l'albuminurie. Mais l'effet rénal n'est pas automatique. Et l'effet cardiovasculaire, il est absent des ARA2 et il n'est présent que dans des études qui ont un IEC, c'est l'Advance ou Accomplish qui a utilisé également un IEC. Donc, diminution de l'albuminurie, effet variable des événements rénaux, mais aucun effet sur la mortalité totale et cardiovasculaire. Value le confirme, il y a une augmentation des infarctus du myocarde lorsqu'on compare le valsartan à l'amlodipine. Lorsqu'on compare le ramipril au telmisartan dans l'étude PRISMA, vous avez un échappement à partir sur les 6 dernières heures, vous avez un échappement et c'est pour ça que le ramipril devrait normalement être testé en 2 prises. Et lorsqu'on voit en Target, eh bien en Target qui a démontré que le telmisartan fait mieux que le ramipril sur les chiffres tensionnels, eh bien elle n'a pas pu démontrer aucune efficacité sur l'infarctus du myocarde, sur les hospitalisations par insuffisance cardiaque. Et donc un excellent ARA2, qui est le telmisartan, eh bien, contre un IEC qui devrait normalement être donné en 2 prises, n'a pas pu démontrer une efficacité sur l'infarctus du myocarde, sur l'hospitalisation par infarctus du myocarde. Et d'ailleurs, il n'y a aucune étude, aucune diapositive qui a montré une supériorité de l'ARA2 sur l'IEC en ce qui concerne la coronaropathie ou la mortalité par insuffisance cardiaque ou mortalité totale. Plusieurs études, je vais citer quelques-unes, ont démontré toujours la supériorité de l'IEC dans l'infarctus du myocarde, dans la mortalité cardiovasculaire et dans la mortalité totale. La même chose ici, vous avez un jeu égal lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque ou un AVC, mais lorsque vous avez des critères comme la mortalité totale, cardiovasculaire, les événements cardiovasculaires majeurs et l'infarctus du myocarde, supériorité indiscutable de l'IEC sur une méta-analyse de plus de 23 études. Et là encore, s'il faut le démontrer, l'IEC fait mieux que l'ARA2 sur les sous-groupes STEMI, non-STEMI, fraction d'éjection conservée, fraction d'éjection basse, les diabétiques, les prédiabétiques. Donc, d'autant de preuves qu'il faut quand même se mémoriser lorsqu'on veut bloquer le système rénine-angiotensine. Une autre étude, l'IEC diminue la mortalité totale, diminue la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et l'AVC. Ici, il y a une augmentation des infarctus du myocarde sous ARA2, une diminution de l'accident vasculaire cérébral, et ça on le sait, et donc il n'y a pas de protection vasculaire de l'ARA2. Et ceci s'explique par le fait qu'avec l'ARA2, on bloque la T1, mais on laisse la T2, la T3, la T4, alors que le blocage de l'angiotensine 2 non seulement va augmenter la bradykinine qui a des effets vasodilatateurs, mais il va aussi bloquer les AT2 qui sont incriminés dans l'instabilité des plaques et dans l'inflation de l'angiotensine 2. Dans l'insuffisance cardiaque, et je parle ici chez les hypertendus, eh bien l'IEC fait obligatoirement mieux que l'ARA2 et qu'on ne peut donner d'ARA2 que lorsque l'IEC il est contre-indiqué. Et donc pour résumer ces études, eh bien on dira que sur la baisse de l'hypertension artérielle, les AVC et la prévention ou la réduction des événements rénaux, eh bien il y a un jeu égal. Mais sur le pronostic cardiaque, mortalité cardiovasculaire, mortalité totale, eh bien l'IEC fait mieux que l'ARA2 et ça, il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on veut bloquer le système rénine-angiotensine. Ceci s'explique par le niveau d'augmentation du NO2 dû à l'inhibition de la bradykinine. Ceci est dû à cette particularité de bloquer l'angiotensine qui on sait qu'elle est
particulièrement impliqués dans la fibrose du cœur et dans la coronaropathie. D'ailleurs, les recommandations du NIS vont privilégier à un certain degré la prescription de l'IEC comparativement à l'ARA2, qui n'est autorisée que lorsqu'il existe une toux ou lorsque l'IEC est mal toléré. Et le NIS, là aussi, nomme directement l'indapamide comme le diurétique qu'il faut proposer pour traiter lorsqu'on veut prescrire un diurétique. La fréquence cardiaque devrait être une cible thérapeutique. Elle devrait être une cible thérapeutique parce qu'elle représente 30% des hypertendus qui ont une élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute. Elle agit sur la mortalité cardiovasculaire, sur la mortalité cardiaque, toute cause, et sur la coronaropathie dès qu'on dépasse la fréquence cardiaque de 75 battements par minute. L'étude de Jouven non seulement a confirmé les mortalités totales et cardiovasculaires, mais elle a souligné l'augmentation de la mortalité subite lorsque cette fréquence cardiaque est élevée. Et la liaison entre hypertension artérielle et fréquence cardiaque, c'est une liaison qui augmente la mortalité. En effet, chez l'hypertendu de sexe masculin, sur ce travail-là, toutes les causes de l'immortalité vont augmenter à partir de 75 battements par minute. Mais également chez l'homme et chez la femme, cette élévation de la fréquence cardiaque, lorsqu'elle est associée à l'hypertension artérielle, est un facteur de mortalité totale et il faut avoir comme objectif thérapeutique de contrôler la fréquence cardiaque au-dessous de 80 battements par minute. Mieux que ça, lorsqu'on suit des sujets normotendus, ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée ont beaucoup plus de risques de développer une hypertension artérielle dans les 3 années du suivi tel qu'a été rapporté dans ce travail japonais. La fréquence cardiaque, c'est la traduction, c'est l'expression de l'hyperactivité sympathique. Et cette hyperactivité sympathique, elle est particulièrement présente chez le diabétique et il va changer le pronostic cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Et vous avez ici l'explication à ce niveau. Vous avez une hyperactivité sympathique qui va entraîner d'une part la stimulation des récepteurs bêta-1 au niveau du cœur. Vous aurez une fréquence cardiaque élevée, une variabilité de la fréquence cardiaque diminuée et une augmentation de la contractilité. Au niveau du rein, vous aurez une libération de la rénine, une stimulation de l'angiotensine avec toutes ses conséquences fibrosantes, une augmentation de la pression artérielle, de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'insuffisance cardiaque. Et la conjonction de ces deux facteurs, de ces stimulations des récepteurs bêta-1 au niveau du cœur et du rein, vont donner les lésions vasculaires cardiaques périphériques avec des ruptures de plaques, d'où l'intérêt de bloquer ce système sympathique. Nous connaissons également les liaisons entre le tabac et la noradrénaline et on sait que le tabac va augmenter la proportion de noradrénaline par 3 après 10 minutes après avoir fumé une cigarette. Vous avez également l'obésité qui va stimuler l'activité sympathique et vous avez l'hypertension artérielle, le diabète qui vont avoir donc une augmentation de l'activité sympathique, mais les deux associés, l'hypertendu diabétique va avoir une fréquence cardiaque et par conséquent une stimulation sympathique qui est très élevée. La Société européenne a démembré un certain nombre de facteurs de risque qu'il va falloir contrôler, en particulier les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire le tabac, le cholestérol, l'acide urique, le diabète, l'obésité, la sédentarité, mais elle a ciblé un élément très important qui doit figurer dans la prise en charge des hypertendus, qui est la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque, au-delà de 80 battements par minute, est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Et elle est présente chez 30% des hypertendus. Et c'est le message que je souhaiterais passer. 30% des hypertendus vont avoir besoin donc de contrôler leur système sympathique. Lorsqu'on voit l'étude value entre les sujets qui ont une pression artérielle contrôlée mais qui ont une fréquence cardiaque basse par rapport aux sujets qui ont une fréquence cardiaque élevée, eh bien le pronostic sur les événements cardiovasculaires est meilleur lorsque la fréquence cardiaque est basse. Comment on va contrôler cette fréquence cardiaque? On va la contrôler de 3 manières.
soit par les inhibiteurs des canaux IF, mais qui n'ont pas de place dans les hypertensions artérielles. Cette molécule a de la place dans l'insuffisance cardiaque, car elle cible uniquement les canaux IF et ne cible pas les récepteurs bêta-1. Eh bien, les anticalciques bradycardisants, le verapamil et le diltiazem, eh bien, ces molécules vont avoir une action nerveuse et une action sur le potentiel d'action, et ils ne bloqueront pas les récepteurs bêta-1. Or, ce qu'on veut bloquer, nous, c'est l'hyperactivité sympathique, et seuls les bêta-bloquants vont pouvoir bloquer cette hyperactivité sympathique. Et donc, la molécule de choix pour bloquer l'hyperactivité sympathique, c'est le bêta-bloquant. Alors, pourquoi le bisoprolol? Pour plusieurs raisons. D'abord, sur le chiffre tensionnel, lorsqu'on le compare à l'athénolol, il est nettement mieux, aussi bien pour la tension artérielle systolique que la tension artérielle diastolique. Deuxièmement, et là, le critère majeur du bisoprolol, c'est la cardiosélectivité. Il est 19 fois plus cardiosélectif sur les récepteurs bêta-1 que sur les bêta-2. Et cette caractéristique, elle est capitale, car elle va nous donner les effets qu'on attend sur le cœur et sur le rein, tout en respectant la bronchodilatation et la vasodilatation, puisque les récepteurs bêta-2 ne seront pas bloqués. Ensuite, le bisoprolol va améliorer l'élasticité vasculaire et il va diminuer la pulsabilité, donc la vélocité au niveau des artères. Et contrairement à l'athénolol, eh bien, le bisoprolol diminue la pression centrale. Eh bien, vous avez ici la pression radiale et ici la pression aortique qui vont diminuer sous bisoprolol. Et donc, effet sur la tension artérielle, effet sur les récepteurs bêta-1, meilleure tolérance, puisque ici, dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, on a à peu près les mêmes effets que le placebo, et cette molécule donne d'excellents résultats en monothérapie sur les chiffres tensionnels, et elle est bien tolérée en ce qui concerne le métabolisme lipidique et le métabolisme glucidique. Les associations thérapeutiques, vous avez plusieurs études qui ont souligné l'importance de l'association bisoprolol-pérandopril. Eh bien, d'abord, cette étude qui a montré la diminution nette des chiffres tensionnels lorsqu'on associe le bisoprolol et le pérandopril et la diminution de la fréquence cardiaque. Deuxièmement, vous avez l'étude Europa qui a démontré que cette association pérandopril-bisoprolol va améliorer le pronostic cardiovasculaire et en particulier les mortalités cardiovasculaires d'environ 24%. Ensuite, vous avez tous les critères qui sont améliorés et en particulier la mortalité dans cette méta-analyse qui a regroupé l'étude Advance, Europa et Progress lorsqu'on associe le pérandopril au bêta-bloquant. Et enfin, ce travail qui a comparé bêta-bloquant ARA2 au bêta-bloquant IEC est là avec les sous-groupes que vous voulez de la pratique de tous les jours, supériorité indiscutable de l'association bêta-2-IEC. Et de plus, cette association va nous permettre de savoir est-ce que le malade adhère au traitement. Et on sait que cette adhérence de traitement est un élément capital à contrôler lorsque on veut savoir si le malade prend son traitement. Et les Suédois, s'ils sont arrivés à contrôler leurs patients, eh bien c'est parce que dans leur association figure dans un cas sur deux, dans 50% des cas, la prescription d'un bêta-bloquant. Et avec ça, ils sont arrivés à contrôler environ 80% de leurs patients. La Haute Autorité de Santé en France, eh bien, laisse cette association IEC bêta-bloquant pour le patient insuffisant cardiaque, pour le patient coronarien, et non pas, il n'y a pas écrit ici ARA2, car l'IEC, comme je le dis, a beaucoup plus d'effets sur la paroi vasculaire et sur la paroi myocardique. Quelles sont les recommandations des sociétés savantes? Eh bien, vous savez qu'on commence par un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un anticalcique ou un diurétique, qu'on va ajouter un diurétique lorsqu'on va ajouter les trois, ensuite l'aldostérone si on ne contrôle pas les malades, mais le bêta-bloquant a toute sa place dans ces indications privilégiées que nous avons citées tout à l'heure. Sauf que ici, sur cette plaque, normalement, devrait figurer la fréquence cardiaque. D'autant plus que c'est la Société européenne qui nous dit qu'il faut se méfier des fréquences cardiaques de repos au-delà de 80%. Et j'aurais bien aimé voir sur ce tracé
une flèche qui nous dit qu'il faut avantager les bêta-bloquants lorsque cette fréquence cardiaque de repos dépasse 80 battements par minute. Je ne parle pas de la coronaropathie, je ne parle pas de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale, et je ne parle pas de la fibrillation atriale. Vous savez que c'est le bêta-bloquant et le traitement de choix pour contrôler la fréquence ventriculaire, mais également lorsqu'il existe des extrasystoles ventriculaires, des extrasystoles atriales. Vous savez que le bêta-bloquant, dans un travail de consensus d'experts, est le médicament qu'il va falloir proposer en première intention. Et vous savez que l'hypertension artérielle est la première étiologie des extrasystoles ventriculaires et la première étiologie des extrasystoles ventriculaires. Donc, pour conclure, je dirais que lorsqu'on traite des hypertendus, 30% ont une fréquence cardiaque élevée et que la Société européenne d'hypertension artérielle, la Société européenne de cardiologie sont d'accord pour dire qu'une fréquence cardiaque de repos supérieure à 80 battements par minute est un facteur de risque cardiovasculaire qu'il va falloir tenir en compte, et les bêta-bloquants sont recommandés pour le contrôle de la pression artérielle dans des situations spécifiques, mais également lorsque la fréquence cardiaque est rapide. Et que le bêta-bloquant, lorsqu'il est présent dans une association fixe, eh bien, va nous permettre de contrôler l'observance thérapeutique, qui est un élément capital pour contrôler l'hypertension artérielle. Et enfin, le Cosirel est le seul et la première association fixe bêta-bloquant inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il permet de réduire la tension artérielle et la fréquence cardiaque, mais au-delà de ces chiffres tensionnels, améliore les événements cardiovasculaires par les preuves que je vous ai montrées. Je vous remercie. Merci Sidi Abdelhamid, et tu nous as convaincus que l'association IEC inhibiteur calcique est efficace et bonne. Et dans la pratique, juste une petite question avant de conclure. Dans la pratique, quelles sont les associations à privilégier pour toi? Écoutez, la première association en dehors, lorsque la fréquence cardiaque n'est pas élevée, la première association, c'est IEC anticalcique. Je suis tout à fait d'accord et j'adhère totalement à la prescription de la Société européenne. Par contre, là où vraiment, et je ne plaide pas c'est que le bêta-bloquant n'a pas la place qu'il faut dans ces recommandations. Et on sait que déjà 30% des patients ont une fréquence cardiaque. Un bon nombre de ces patients ont une fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute. Un bon nombre de ces patients sont des coronariens. Un bon nombre de ces patients sont des insuffisants cardiaques. Et il aurait fallu laisser vraiment dans la première rangée, une place pour ces patients-là. Ensuite, le diurétique, je le laisse à la fin. Vraiment, le diurétique, je le laisse à la fin. Il y a une place pour association IEC bêta-bloquant, mais il y a également une place pour l'association amlodipine bêta-bloquant. D'accord? Ce sont les trois associations qui sont intéressantes. En l'absence d'indication privilégiée de la prescription d'un bêta-bloquant, je privilégierai l'association IEC, je dis bien IEC anticalcique. Merci Sidi Abdelhamid. Sache qu'avant que tu ne commences, le souci informatique a été rétabli. On a pu très bien te suivre sur Internet ou bien sur YouTube ou sur le site ou sur l'application. Donc tant mieux pour toi. Donc je donne la parole à Siam qui va conclure. Ne quittez pas, il y aura un tirage au sort pour la tombola. Tout à fait, c'est le moment d'annoncer le deuxième gagnant de la journée. Alors le gagnant c'est Dr Brada Ellal de Rabat. Donc vous pouvez venir récupérer dès lundi un MacBook. Il a gagné un MacBook. Il peut le récupérer dès lundi au cabinet du professeur Shraibi. Alors notre journée prend fin et je vous annonce que toutes les présentations d'aujourd'hui ont été enregistrées. Vous pouvez les visualiser dès demain. Sinon, je vous dis rendez-vous à demain, à 17h30. 2 sessions vont être abordées par des orateurs de renommée. Une session sur la valvulopathie et une autre sur la coronaropathie. Donc, soyez nombreux et à demain.